Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être nombreux pour ce 15e Antipasti. JP, bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas si vous préférez qu'on vous appelle JP ou Gianni ou Ah, comment tu préfères? Gianni. Gianni. Gianni, c'est mieux. Ouais. Faisons ça. C'est la première fois que Maison Fumetti accueille un auteur italien. Et en plus, notre accent italien est pas fantastique. Donc, pour cette raison, cet antipasti va plutôt être un bon gros repas gastronomique à la française. Quand on parle de quelqu'un, on commence à dire qu'il est né quelque part. Ah ouais, c'est vrai. Et donc vous êtes né en 63 à Pise. Vous avez dessiné depuis très tôt, je crois, Oui. depuis votre plus jeune âge. Et vous, est-ce que vous avez l'habitude de lire des bandes dessinées en étant petit, ado? Oui, Pourtant, j'essayais de faire la bande dessinée quand j'étais tout petit. Ouais. En fait. Et vous en lisiez aussi Oui, je lisais Hugo Pratt, Ouais. Möbius, les grands auteurs de quand j'étais très jeune. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup de bandes dessinées en Italie, à part les Marvel. Ah oui, je lisais ça aussi. Et j'essayais Ouais. aussi de dessiner des Spider-Man, mais j'arrivais jamais. Oui. En fait, je suis content que maintenant que je suis grandi, ils me font chier parce que j'ai arrêté d'essayer de le faire. Mais quand j'étais tout petit, oui, j'avais cette passion aussi. Ouais. Ouais, ok. C'était quand même vous lisiez quand même beaucoup de comics Ah, pas beaucoup, je pense. Mais Ouais. j'avais des sœurs plus grands que moi. Hmm. Et alors, j'avais toujours dans ma maison des magasins de gauche qui avaient de la bande dessinée dedans. Alors, j'ai trouvé ces magasins, je les regardais plutôt que lire. Et j'essayais de les refaire, de les copier comme ça. Et j'ai retrouvé, en fait, j'ai une exposition à Bruxelles maintenant. Ils m'ont demandé de chercher quelque chose de quand j'étais tout petit. Et j'ai trouvé des planches de BD que j'ai fait quand j'étais vraiment très très jeune. C'est horrible. C'est vraiment une chose. J'avais la honte, mais ils m'ont demandé de montrer. Bon, et maintenant il est là, tout le monde le peut voir. Mais c'est resté du coup, ça n'a pas été jeté. Eh, ça c'est vrai, oui. Oui. Il y a une Ok. petite nostalgie quand même. C'est ma faute. Un peu plus tard, vous allez en école d'art, Ouais. où vous avez une jeunesse tumultueuse, Oui. comme vous l'expliquez un peu dans un de vos livres. Ok, bon, un j'ai peu fait plus tard. le lycée artistique Ouais. dans une ville tout près de Pisa, où je suis né comme Superman, il le sait bien. Et c'était la ville de Lucca, où il y a un D'accord. grand festival maintenant de BD. Mais j'ai détesté l'école. Je détestais tout de l'école. Moi, à 14-15 ans, j'étais en punk. J'avais les cheveux tout coupés avec je ne sais pas comment ça s'appelle. Crête. Une La crête, crête, ok. Et je me souviens que je faisais du dessin en vrai avec les maîtres du lycée. Et le maître, il venait chez moi, il me disait, avec les sujets que je devais faire, il venait à côté de moi, il me disait, rêve. Et tu sais, alors j'étais un punk et j'étais pas trop près de l'idée de rêver, de vivre comme ça. Et en fait, j'ai joué dans un band hardcore. Ça a été mon amour de jeunesse, enfin la band. Et alors j'ai pensé que pour dessiner, pour être un artiste, il faut des rêveurs. Tu sais, qu'il n'y avait pas une méthode que je pouvais étudier, mais qui était quelque chose qui devait tomber sur ma tête. Ah oui, par le une ciel. inspiration comme ça. Ouais, une inspiration comme ça. Ouais. Ça, c'est jamais tombé sur moi. Et alors, je peux dire que je faisais chier parce que je parle comme ça en italien. En fait, je parle beaucoup, j'utilise beaucoup de gros mots en italien, mais je ne les connais pas en français. Je connais seulement ça. Si, ça. Ok. Ça marche aussi. Et bon, j'ai détesté tout. Après, j'ai commencé à utiliser chaque drogue que j'ai trouvée quand j'étais vraiment très jeune. Et après, j'ai fait tous les parcours de drogue. Et bon, je me suis retrouvé à 20 ans en prison, enfin. Mais j'ai arrêté tout ça. Non, il y a longtemps aussi. Et je suis très content d'avoir arrêté. Et peut-être je serais content de n'avoir jamais commencé aussi. Mais je me suis amusé beaucoup. Mais j'ai détesté l'école, j'ai détesté l'État, j'ai détesté l'Italie, ma famille, j'ai détesté presque tout, enfin. Mais j'aimais le dessin. Mais dans les années du lycée, ils sont arrivés à me faire arrêter de dessiner. De dessiner. Ouais, si, j'ai recommencé après.
Alors, il y a quelques revues en Italie qui paraissaient à ce moment-là, donc Cannibale et Frigidaire, c'est ça on dit comme ça. Il avait avant Cannibale, qui était presque une autoproduction, qui après c'est devenu Frigidaire, où il avait des auteurs incroyables. Tannino Liberatore, et lui là-bas, c'est Andrea Pazienza. Il était un énorme auteur. J'espère qu'il va être publié en France. Et lui, je peux dire que c'est la personne qui m'a changé la vie et qui m'a fait devenir un auteur de BD. C'est vrai que c'est un nom qui revient très souvent quand vous parlez de vos années de jeunesse, de formation. Nous, on le connaît pas. C'est un auteur qui, si j'ai bien compris, a quasiment pas été traduit en français, voire pas du tout. Non, parce que c'est aussi très difficile à traduire. Ah oui. Lui utilisait une langue en italien modifiée de sa province comme ça, mais il était un poète aussi. Alors, son écriture, c'est très difficile à traduire, mais il était le plus grand dessinateur que j'ai jamais rencontré. Lui, il est mort jeune. Il est mort, je ne me souviens plus, peut-être il avait 35 ans. Et lui, il dessinait toujours sans crayon, directement avec l'encre. Il ne se trompait jamais. Il pouvait dessiner n'importe quoi. Et moi, je l'ai rencontré. J'adorais sa BD parce qu'il était hyper sincère quand il racontait les choses. Et aussi, il racontait des choses qui étaient vraiment très près de la vie que je faisais avec mes amis. Ouais. Et alors, quand j'étais en train de lire ces histoires, j'avais toujours l'impression qu'il était caché à nous regarder, tu sais, et qu'il savait tout de nous. Mais surtout, j'ai compris que lui, il était vraiment un génie du dessin, que j'aurais jamais, jamais appris à dessiner comme lui. Mais j'ai vu mon idole, je peux dire, qu'il était vivant, tu sais. Il n'était pas quelque chose qui n'existait pas, il était un mec. Il était là, avec de la peau, des cheveux, comme ça. Alors je me suis dit, alors c'est possible, pas de devenir tant fort comme ça, mais de faire une vie qui c'est une vie où tu racontes des histoires. Cioè, raconter des histoires devient ta vie. Ouais. Et de là, j'ai jamais arrêté d'essayer de le faire, en fait. Ouais, j'ai vu que vous aviez dit que après avoir commencé à raconter des histoires, vous aviez l'impression qu'il vous avait pris quasiment 10 ans avant de vous détacher de son influence. Oui, c'était hyper difficile, oui. Mais c'est normal, je pense que ça c'est quelque chose qui arrive à tous les jeunes auteurs, non, je pense. Le problème le plus grand que tu as quand tu es jeune et tu veux faire du dessin, tu veux raconter des histoires, c'est de chercher ton style. Oui. C'est le cauchemar. et pour moi, c'était le cauchemar peut-être pour trop des années. Parce qu'enfin, j'ai trouvé mon façon de dessiner quand j'étais 35. Bon, j'étais presque vieux déjà. Après, je te raconte comment je l'ai trouvé. Ouais. C'est un dessin qui est plus récent, mais c'est ce qu'on a trouvé dans votre parcours, c'est que après ces années un peu de formation, quand Berlusconi est arrivé au pouvoir, vous avez commencé à dessiner dans la presse, ouais. Et vous avez dit que ça faisait partie des choses les plus formatrices justement pour trouver votre style. Oui. Oui, parce que, bon, après, quand j'avais, je ne sais pas, 25 ans, comme ça, je faisais des dessins fantasy, tu sais? Ouais. Ok. Et j'arrivais pas trop à les bien faire, en fait. Et en fait, dans ces périodes-là, j'ai fumé beaucoup de... Comment ça s'appelle en français? Marijuana, c'est dit marijuana aussi? Ok. Alors, j'étais toujours au dehors du monde. J'étais jamais dans mon monde. Comment dire, je m'en foutais de tout. Je me réveillais, je fumais, après je buvais un café, et après le café, il faut fumer encore. Et j'arrêtais pas jusqu'à la nuit, comme ça, tous les jours de l'année. Et bon, je faisais des jeux de rôle aussi. Tu sais, ouais. C'est Dungeons and Dragons, j'étais un master de Dungeons and Dragons. Je vivais vraiment dans un monde complètement détaché de la réalité. Et dans ces années-là, je me souviens que j'ai pensé, ah, ça c'est bien, je vais rester comme ça jusqu'à la mort. Je m'imaginais tout vieux, comme ça, à fumer, à jouer avec le... Mais en fait, un jour, et j'avais aucun intérêt dans la politique. J'étais le classique jeune italien qui fume des... Comment se dit canne? Des pétards, quoi. Oh, des pétards, ouais, c'est vrai. Qui fument des pétards tous les jours. Alors je disais seulement, tout fait chier, la politique fait chier, comme ça, un pétard. Mais un jour, je me souviens très bien, j'ai travaillé dans la pub dans ces années-là. Je faisais des illustrations pour la pub pour manger.
J'étais dans la toilette et au dehors de la toilette, il avait la télévision allumée et j'ai écouté la nouvelle que Berlusconi il avait gagné les élections en Italie. Il était le 1994 qui se dit 1994. Ouais. Et pour la première fois dans ma vie, je ne sais pas pourquoi, j'étais mal. J'étais mal, pas pour une chose qui était à moi, personnelle, ou de quelqu'un mis à moi, mais pour une chose qui était dans ma société. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce sentiment, tu sais bon, déjà, j'ai détesté les riches. Lui, il était un hyper riche. Mais bon, ça c'est pas suffi, je pense. Quand même, je suis sorti de la toilette. Je me suis levé avant. Et j'ai dessiné pour la première fois dans ma vie avec un dessin sans aucune attention à la forme. J'ai dessiné mal. Okay. Ouais. Et j'ai fait une petite histoire qui s'appelait Début. Et après, qui parlait de ça, de ce sentiment que j'avais prouvé. Et je l'ai envoyé à un magasin satirique très, très, très connu en Italie qui vendait beaucoup de copies qui s'appelait Cuore. Il vendait presque 200 000 copies par semaine. Et je l'ai envoyé et j'en ai fait des autres aussi, des vignettes comme ça, et des petites histoires comme des 3 cadres, 4 cadres. Je l'ai envoyé avec un fax. C'était vraiment la préhistoire. Et enfin, je n'avais pas signé aussi le dessin, les histoires. Ah oui. Non, je n'avais pas signé. Et quand j'ai envoyé le dernier papier, une amie à moi, elle m'a dit il faut que tu mettes un nom ici, non? Ou un téléphone. Et moi, je dis pourquoi? Il ne me répondrait jamais quand même. Elle m'a convaincu et j'ai inventé un nom le plus bête que j'avais comme ça. Et je dis ok, parce que moi, je m'appelle Gian Alfonso Pacinotti. Si tu vas signer Gian Alfonso Pacinotti en cadre, le cadre c'est trop petit. Tu sais. Et alors, j'ai mis JP. Et après, je suis allé à travailler avec la voiture. Et j'étais sur l'autoroute. Et ma sœur, elle m'a appelé. Il m'a dit Gianni, j'ai une mauvaise nouvelle. Le tribunal il a réouvert ton cas parce que j'étais en prison. Il faut refaire le procès et tu es dans la merde. Il m'a dit, oh putain, je suis vraiment resté hyper mal. Après, il a commencé à rire parce que dans ma famille, on est des sadiques comme ça. Il m'a dit, non, mais non. Il m'a appelé le directeur du magasin qui veut que tu travailles avec eux. Okay. On fait comme ça dans notre famille. Quand on doit donner une bonne nouvelle, après, on s'invente une très mauvaise nouvelle. Comme ça, tu es encore plus content. Et là, bon, je dis, oh, ça, c'est incroyable. Je me souviens que j'arrivais presque pas à dormir la nuit. Et en fait, je n'avais pas encore découvert qu'il me payait beaucoup aussi. Ah, en plus? Ah, putain, oui. J'ai jamais gagné comme ça, bon, dans ces années-là, au moins. Et j'ai commencé à faire plein de cette chose. C'est comme si quelque chose était ouvert. La chose qui c'est drôle, que c'était ouvert par un dessin qui n'était pas un bon dessin. Ouais. Mais pour la première fois, j'avais parlé des choses que j'ai senties et pas de la fantaisie. Ouais. Et après, j'ai plus arrêté en fait. Bon, j'ai arrêté de faire de la satire, comment se dit? Satire politique. Parce que je me sentais pas bien à le faire. Parce que quand même, j'avais pas une idée politique. Ouais, mais oui, alors j'étais seulement cynique, tu sais. Et peut-être c'est quelqu'un de ces politiciens que j'ai les craché à dos. Et il venait chez moi et me disait, ok, alors dis-moi, comment doit être la société? Je ne savais pas répondre. Et quand je me suis rendu compte de ça, j'ai dit, bon, il faut que j'arrête de faire de la satire politique. Et c'est à ce moment-là que vous avez commencé à vraiment faire des histoires courtes Oui, à ce moment-là, je me suis dit, ok, il faut que j'arrête, c'est vrai, mais j'ai quelque chose ici qui ne s'apaise jamais, alors il faut que je trouve une façon de raconter quand même. Et aussi, j'ai recommencé à penser à les années quand j'étais plutôt drogué avec tous mes amis, et beaucoup de mes amis sont morts dans ces années-là, à 20 ans. Dans ces années-là, ça me semblait complètement normal. Que quelqu'un de mes amis, parfois, il va tomber, il va mourir. Mais quand je suis grandi, je me suis dit, non, peut-être, c'est pas trop normal. Et alors, je me suis dit, si je vais faire de la critique sociale, il faut que je travaille à raconter les histoires de mes amis. Parce que aussi, si je n'ai pas la réponse à ce qui s'est passé, je ne sais pas les motifs, je n'ai pas les idées claires,
je vais quand même raconter ces histoires. Et là, j'ai commencé à faire des histoires un peu plus longues, avec des personnages avec des noms inventés qui étaient presque toujours des vraies personnes. Et bon, après, j'ai fait le premier livre, en fait. Voilà, ce qu'on a à l'écran, c'est donc des reprises de certaines de vos histoires courtes. Donc là, celle de gauche, elle date de 98. Ça, c'est très vieil, ouais. Et donc ces récits-là, on les a trouvés dans une réédition de Futuropolis qui s'appelle En descendant le fleuve. Ouais. Et c'était intéressant de revoir ces différents récits. Pendant cette semaine, on a quand même relu beaucoup de vos livres pour préparer tout ça. Et aussi parce que il y a beaucoup d'éléments qui apparaissent là-dedans, dans des histoires un peu séparées, qui finalement reviendront un peu plus tard. Quoi. Non, j'ai des obsessions, je le sais, ils reviennent toujours. Aussi, si parfois j'essaie de ne les faire pas retourner, mais ils reviennent quand même. J'espère que mon français c'est assez compréhensible. Ok, ben. Et donc autre aspect intéressant dans ces premiers récits-là, qui va aussi rester pendant très longtemps jusqu'au dernier livre, c'est la présence de cette voix off, du récitatif qui raconte beaucoup et qui était là dès le début, quoi. Enfin, ouais, j'ai commencé à faire des histoires comme ça. Et j'ai arrêté ça maintenant avec le dernier livre. Ça, c'est devenu un peu mon style de raconteur. C'est plutôt facile, en fait, d'utiliser la voix off comme ça. En fait, moi j'aime bien dessiner, de raconter des histoires, mais je n'ai pas trop d'envie de travailler enfin. Et alors, avec la voix off, tout enlève beaucoup de travail. Du coup, on passe à 2003. C'est votre premier livre qui sort chez Coconino Press, Extérieure Nuit, qui est aussi un recueil de nouvelles. Si, ce sont des petites histoires. Mais qui ont une cohérence entre elles, de par le style et par le thème aussi, où on a, j'ai l'impression, à chaque fois un événement brutal qui vient s'intégrer dans l'histoire, mais vous le remettez toujours dans un niveau de normalité, de banalité dans la façon de les observer. Ouais. C'est à peu près ça. Et donc ce premier livre s'est fait chez Coconino Press, qui est un éditeur italien, qui a été lancé par Igor. Ouais. C'est ça, auteur italien. Comment vous l'avez comment s'est fait ce premier livre, en fait? Comment était là? Est-ce que c'est quelque chose que vous le connaissiez avant? J'avais 37 ans, peut-être un peu plus, quand j'ai fait... Non, 37 ans quand j'ai fait les dessins d'Extérieure Nuit. Et moi, je vivais dans un bois, complètement isolé. Je lisais rien de BD. Je ne savais pas s'il existait encore la BD en italien, en fait. Et je ne parlais pas français, alors je ne lisais pas de la BD français aussi, non plus. Mais je continuais à raconter des histoires. Je les faisais pour moi. J'avais trouvé cette technique à l'huile. Je pensais que l'huile n'était pas possible d'utiliser pour la BD, mais en fait, j'avais trouvé une technique qui était bien, qui séchait tout de suite les couleurs. Et alors, j'avais fait, je me souviens plus, peut-être 50 pages comme ça. Mais je l'avais fait pour moi. Et un jour, Igor, il a vu l'histoire qui est passée avant du boxeur. Ouais. Alors il m'a dit, mais tu as des autres choses? Je lui ai dit, ouais, j'ai cette planche, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en fait. Et lui m'a dit, il a regardé, il a dit, bon, ils sont beaux, et si tu en fais des autres 20, 30, je ne me souviens plus, on peut faire un livre. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que c'est un livre? Un livre de BD. Et je lui ai dit, parce qu'il existe des livres de BD. Je ne savais pas. Et lui m'a dit, oui, il existe, il y a des personnes parfois qui vont lire, parce qu'en Italie, en fait, dans ces années-là, n'était pas facile de faire de la BD comme ça. Et alors, j'ai continué, j'ai fait des autres histoires, et enfin, le livre est sorti. Mais c'est drôle comment j'ai commencé à faire cette histoire. Parce qu'il avait eu l'attentat de New York, Twin Towers. Et je me souviens que j'étais là et je voulais raconter quelque chose sur cet événement-là. Alors j'ai commencé à dessiner un paysage où j'ai parlé de cette chose. Mais en fait, je ne suis jamais été en Amérique. J'avais vu cette chose seulement dans la télé.
Et pendant que j'étais en train d'écrire cette histoire, j'ai vraiment écouté une voix, qui était la voix d'un mec que je connaissais, qui était mort, et qu'il était le mec le plus méchant que j'ai jamais rencontré dans ma vie. Il était vraiment quelqu'un qui faisait peur. Il avait une maladie à les os de la gueule qui le déformait. Il avait commencé à se déformer quand il était petit. Et maintenant, il était vraiment effrayant, c'est dit? Ok. Mais le problème était un autre, était que si tu le regardais, il te frappait. Et tout le monde le regardait, parce qu'il n'était pas possible de ne pas lui regarder. Aussi, si tu le voulais du bien, tu sais, il avait les yeux que tu cherchais toujours de tenir d'un autre côté, mais... Alors, j'avais très peur de lui, parce que toutes les fois qu'il arrivait chez nous, dans notre groupe des amis, il était toujours le bordel. Et bon, j'étais en train là de raconter les Twin Towers, de quoi je ne savais rien, enfin. Et j'écoutais sa voix qui disait, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu parles d'une chose que tu ne connais pas? Parle de moi, raconte mon histoire. Et moi, j'avais trop peur de lui et je l'ai fait. Et alors, dans cette histoire-là, il y a la première planche qui commence avec moi, qui je parle de la lumière qu'il a dans le ciel pendant qu'il là-bas, il est arrivé cette chose terrible comme ça, tout poétique. Et après, il change tout de suite et je commence à raconter son histoire. Et bon, j'ai raconté ça parce que j'ai ce souvenir que c'est marrant pour moi. Et en faisant ce livre, est-ce que vous pensiez à l'accueil qu'allait être a été une surprise incroyable, parce qu'on a présenté le livre au Festival de Lucca, de la BD. J'avais visité le festival quand j'avais 18 ans, et après, j'étais allé non plus, je ne savais pas qu'il existait encore. Et j'ai découvert que je pouvais me retrouver là avec des lecteurs qui me demandaient de faire des dessins, et c'était incroyable pour moi. J'ai fait des dédicaces, je ne sais pas pour combien d'heures tous les jours, j'étais vraiment super content. Et après, j'ai découvert que les livres existent et qu'ils marchent tout seuls, qu'ils vont dans des maisons où tu ne rentreras pas jamais. Alors, c'est émouvant. Ça a très bien marché en France aussi, ce qui a fait dire à un auteur qui est Baru, cette fameuse phrase. Ah ouais, mais ça c'est un façon. On le disait, oui, c'est une chose qu'on dit toujours avec les dessinateurs en Italie. Je l'ai dit à Bastien Vivet quand je l'ai rencontré, par exemple. C'est un attestat de stime. C'est bien, on pourra garder ça et changer la tête. Barou, je l'adore. Alors donc on passe à la deuxième partie, donc c'est la deuxième entrée, hein. C'est un repas gastronomique français, donc on ne s'arrête pas à une entrée. On continue dans vos premiers livres et on est toujours sur des formes assez courtes, donc toujours chez Coconino Press avec Igort, avec ces deux petits livres qui devaient faire 35 pages chacun, hein, quelque chose comme ça, Les Innocents. Et j'avais presque oublié ça. Oui. Et moi, je me souviens quand c'était sorti, c'était une jeune maison d'édition en France. Peut-être 2004, peut-être. Et donc, ça a été réédité depuis en un seul volume par Futuropolis avec cette couverture. Donc, ces deux histoires, elles ont pas mal de points communs. Pas mal de points communs. Ah, ok. Ouais. Elles tournent toutes les deux autour du souvenir et d'une notion de vengeance un petit peu. Et parmi les choses qui sont assez remarquables et qui, je crois, ont aussi été un choc, en tout cas pour moi ça a été un choc quand je les ai découvertes, c'est les utilisations du silence que vous faites dans les pages. Il y a beaucoup de doubles pages qui sont muettes et qui sont avec des utilisations de cases sur toute la largeur comme ça, où on se promène quoi, un petit peu avec vous. Est-ce que c'est un souci que vous avez eu en commençant la bande dessinée? C'est un jeu qui vous amusait Non, c'est seulement que pour moi, dans un cadre d'une page de BD, dans une planche, tout a la même importance. Alors ça a la même importance du ciel, qui a la même importance de la gueule des garçons. C'est tout pareil. L'écriture, le ciel, la pluie. Moi, je vois tout comme s'ils sont des personnages. Alors, pour moi, faire des cadres en silence comme ça, c'est seulement d'utiliser un autre personnage qui te donne une émotion, si j'arrive à le faire, c'est clair, différent.
Mais c'est ça, quand j'ai fait de la BD, je pense, tu sais, j'écris les textes directement sur la page aussi parce que je ne peux pas voir une planche sans les textes dans les ballons. Parfois, j'étais obligé par le temps, par exemple, parce que je n'avais pas du temps, à mettre les ballons après sur quelques pages et j'étais trop mal, trop mal. Parce que pour moi, c'est vraiment tout pareil. C'est tout, quand je me sens que je travaille bien, je me sens bien parce que tout est au même niveau. Surtout l'écriture et le dessin. Ouais. Comme vous vous racontez l'histoire à vous-même en premier, quoi. Oui, oui. Ouais, ouais. Dans ces deux récits, il y a quelque chose qu'on trouve et qu'on retrouvera aussi dans vos livres qui suivront. Il y a des rapports entre les personnages qui sont assez caractéristiques, où il y a souvent un personnage qui mène et un qui observe. Est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes conscient en le faisant, dont vous étiez conscient à ce moment-là que c'était, toutes les fois que j'ai mis presque moi dans les histoires, je l'ai mis toujours dans les personnages qui étaient seulement un observateur. Mais c'est vraiment parce que quand j'étais jeune et je faisais cette vie un peu comme ça avec mes amis, et j'avais plus peur de tous les autres. Alors j'étais toujours un pas derrière les autres. Et enfin, c'est la raison parce que je suis ici maintenant à parler avec mon travail et je suis content de mon travail et j'adore de faire de la BD. Je suis marié avec une femme que j'adore. Et tout ça, c'est seulement parce que j'avais plus peur. Parce que j'étais derrière et j'arrivais jamais où mes amis ils allaient. Et étant derrière, j'ai regardé et je me suis dit, il faut que je vais raconter. Alors, il y a plein d'histoires à moi où le protagoniste, c'est vraiment quelqu'un qui fait rien et qui regarde seulement ce qu'il arrive. Et je pense qu'il vient de ça quand même. Cette façon d'observer les gens, vous l'avez appliquée ici à ces deux livres qui ont pour point commun de parler d'adolescence aussi, mais aussi le passage d'une espèce de naïveté, j'ai l'impression, à quelque chose de plus âpre et plus dur. Oui, dans les livres de ces années-là, presque toutes les choses que j'ai racontées étaient prises par la réalité. Après, je l'ai changé parce que si tu prends la réalité exactement comme elle est, c'est pas amusant. Enfin, non. Alors, il faut inventer, il faut changer le moment de l'événement. Tu dois reconstruire la réalité, je pense. Et ici, dans les locales, j'ai raconté les années quand j'ai joué dans ma bande hardcore. Mais, je dois dire, parce que j'ai fait ce livre-là, ils m'ont demandé de le faire. Gallimard m'a demandé. Jean Asfar, il dirigeait une collana, je ne sais pas comment se dit. La collection Une collection, ouais. Et il m'a appelé, il m'a dit, j'aimerais bien de faire un livre à toi. C'est une collection pour les gamins, pour les jeunes. Et moi, j'avais un peu de problèmes à travailler parce que mon père, il était mort, il était mort, il n'avait pas plus de, je pense, 2-3 mois. Alors, j'étais vraiment très mal. Mais j'adorais le travail des gens et je me suis dit, bon, il faut que je travaille quand même. Mais lui, il m'a dit que c'était un livre pour les garçons les plus jeunes. Alors j'ai pris toute mon histoire de la bande comme ça et j'ai enlevé toutes les choses les plus dures, les plus brutales. C'est une histoire plutôt légère, pas du tout adhérent à la réalité de ces années-là. Enfin, quand j'ai terminé le livre, je l'ai consigné. Ils ont changé d'idée, ils ont dit non, c'est pas pour les petits garçons. Ok. Alors je me suis retrouvé avec un livre que bon, j'aime bien quand même, j'aime tous mes livres, je les vis du bien comme des enfants en fait. Mais lui, c'est l'enfant le plus bête que j'ai eu. Alors, effectivement, j'avais vu que vous l'aviez fait à ce moment-là, et ce que je trouvais assez étonnant, c'est que malgré cette période, c'est presque votre livre avec le plus de couleurs primaires ou vives. Oui, et aussi parce que ce livre-là, ça je l'ai dessiné tout sans crayon. Tout directement avec parce que je me suis rendu compte que j'étais tellement choqué pour la mort de mon père que je n'arrivais pas à dessiner bien quand même. Je me dis, va te faire foutre, il faut que je descende avec l'encre directement, j'ai fait chier quand même. Mais cette chose était bien pour les pages où le groupe il était en train de jouer. Oui, pour être plus spontané, quoi. Oui, parce que j'ai choisi de ne mettre jamais des notes, des choses comme ça qui s'utilisent parfois dans la BD pour représenter la musique. J'aime pas trop cette façon, parce que j'aime la musique.
Et regarder des notes sur le papier ne me donne aucune émotion. Je pense que la musique, tu ne peux pas la dessiner. Il faut que tu la joues et tu l'écoutes. Mais je me souvenais très bien de l'énergie qu'il avait dans ce moment-là. Alors je me suis dit que la musique dans ces bouquins-là doit être représentée pour les mouvements de mes amis qui jouaient, pour leur corps, enfin. Ouais, leur corps, ouais. Il y avait des moments, je me souviens qu'il est batteur, quand j'en jouais, je suivais, tu vois, je commence à raconter, tu vois, je me souviens. Bon, ça m'a cette petite chose, parce que je l'aime trop. Quand on jouait dans l'hiver, on n'avait pas de chauffage, on jouait dans notre salle. Et quand il terminait un morceau, lui, il était tout nu, comme ici, pas tout nu, comment se dit? Torse nu. Oh, torse nu. Et il fumait, tu sais. Ah oui. C'est une image que j'ai jamais oubliée, ça. Et dans ces deux livres, il y a un schéma de relation entre les personnages qui se retrouvent, c'est-à-dire un personnage qu'observe qui est un peu plus faible que les autres, qui est un peu en retrait, et une sorte de fascination aussi pour un meneur ou un leader. Je crois que vous avez déjà dit que vous vous identifiez à un type de personnage. Absolument, oui. Et je peux te dire aussi le nom du leader, si tu veux, qui était était un chanteur d'un band hardcore qui s'appelait Cheetah Chrome et Motherfuckers, qui maintenant ils sont en train de le redécouvrir en Amérique aussi, et qu'il était vraiment un super chanteur. Et moi, j'ai essayé d'être comme lui, mais je n'arrivais pas. Alors là, plus pour parler de Notes pour une histoire de guerre, il y a aussi le concept de caïd, qui est de méchants. De petits gangsters. Ouais, quoi. de petits gangsters. Ah, ok. Ouais. Qui est dans l'histoire, qui a une sorte d'objectif en fait, c'est-à-dire alors vous avez dit une phrase en anglais, mais j'ai oublié de la traduire. Comme quoi les plus les gangsters appliquent un style de vie qui est avec des règles intelligentes. Non, je me trompe peut-être. En fait. Que c'est ceux qui s'adaptent le ouais, mieux. Voilà, c'est ça. Finalement, okay. que ceux qui réussissent les plus malins, c'est ceux qui arrivent à s'adapter le mieux. Ouais. Bah, pour le personnage de Petit Keller, il a une petite histoire parce que je l'ai pris d'un vrai garçon que j'ai rencontré. Mais je l'ai rencontré quand j'étais grandi, pas quand j'étais jeune. J'étais en train de tourner un court-métrage dans un quartier tout près de ma ville, un quartier très pauvre où il y a beaucoup de criminalité. Alors j'ai cherché des petits garçons pour faire ce court-métrage et j'ai rencontré ce petit gamin comme ça, qu'il était vraiment terrible. Vraiment. Et je lui adorais. Je lui adorais parce qu'il était comme un petit animal, avec une énergie incroyable, mais il était vraiment méchant. Un jour, j'ai mené sur le set la fille de ma sœur, qui c'était une gypsy, elle était adoptée. Elle était tout petite. Et lui, il s'est réveillé, il a commencé à faire des choses hyper racistes contre elle. Trop raciste contre elle. Je me suis vraiment... J'ai essayé de lui expliquer, de lui parler, mais il a gagné. Il était beaucoup plus fort que moi aussi s'il arrivait ici. Il était trop plus dur que moi. Et alors j'ai arrêté le travail du court-métrage parce que ça m'a fait trop du mal. Mais après, quand j'ai commencé à travailler sur notre histoire de guerre, j'avais cette petite gamin dans ma tête. Ouais, okay. Je l'ai fait seulement un peu grandir pour l'histoire parce que lui, il avait vraiment, je ne sais pas, 11, 12 ans. Et dans Notes pour une histoire de guerre, ce personnage-là a presque l'air plus jeune que les autres. On sent bien que c'est une boule d'énergie. Mais que... C'est seulement les plus désespérés, en fait. Ouais. Oui. Et dans ce livre, justement, il y a un dernier chapitre qui est assez étonnant quand on lit. C'est qu'on enfin, moi j'ai l'impression que c'est vous, en fait. Oui, on vous retrouve en documentariste, en cinéaste. J'avais plusieurs raisons. La première raison, c'est que je voulais faire disparaître les autres des personnages. Du coup, je ne voulais pas montrer qu'est-ce qui est arrivé. Et après, je voulais montrer aussi les personnages du narrateur, l'observateur, encore les plus faibles, après des ans. Je voulais montrer que quand même, lui, il était changé. Il était beaucoup plus dur après l'expérience qu'il a vécue avec les autres. Notre histoire de guerre, c'est une histoire fantastique, c'est complètement inventé, mais la relation entre les trois amis, c'est une chose que j'ai vécue
vraiment, vraiment dedans moi, parce que c'est une chose que j'ai oublié de dire. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui vient du peuple. Moi, je viens d'une famille plutôt riche. C'est seulement que je me suis parti quand j'étais tout jeune. Et après, je suis resté avec des personnes qui n'avaient presque rien, avec des familles désastrées. Et j'ai passé toute mon adolescence et toute ma jeunesse à essayer d'être comme ces garçons-là. Mais ces garçons-là étaient vraiment trop plus forts que moi. Et aussi, je savais toujours, aussi si je ne l'ai jamais fait, je savais toujours que si j'étais vraiment dans des problèmes, je pouvais appeler. Ouais. Et les autres, ils n'avaient personne à appeler. Et dans notre histoire de guerre, le personnage de Julien, c'est exactement comme ça. Oui, c'est ce que les autres personnages lui reprochent du début à la fin. Et pour moi, le cœur de l'histoire, c'est seulement cette tentative d'être aimé, d'être accepté pour ses amis. Enfin, et il n'arrive jamais. Donc on continue notre repas français. Entre les deux plats de résistance, on va faire une petite pause pour l'étendue de votre travail en dehors de la bande dessinée, et notamment dans le cinéma. Comme on peut le voir par rapport aux précédentes histoires que vous aviez fait à ce moment-là, c'est quand même un univers qui est un petit peu différent. On est dans quelque chose qui est plus de l'ordre du fantastique, mais avec un lien quand même qui se fait peut-être par une vision politique du monde. C'est un film qui n'a pas été distribué en France. Pas non trop en Italie, en fait. Pardon ? En Italie, pas non trop aussi. Ouais. C'était vraiment un fiasco. D'accord. Mais je suis amusé beaucoup à le faire. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a apporté cette expérience ? Ok. Bon, alors j'ai la passion pour le cinéma dès quand j'étais tout petit. Mon père il m'a donné une caméra que j'avais, je pense, 5-6 ans. Et il m'a donné aussi une petite machinerie pour faire le montage. Tu sais. Et là, je faisais des petits films avec mes amis d'enfance. Je les déguisais comme des cowboys. Je faisais. Ouais, quand même, après, j'ai continué, j'ai fait plein de courts-métrages. Et un jour, il est arrivé un producteur chez moi. Et il m'a demandé, lui, de faire un film. Enfin, je ne pensais plus à faire du vrai cinéma. Mais quand lui m'a demandé, je ne suis pas arrivé à dire non. Après, lui, il m'a expliqué qu'il était convaincu que j'aurais fait un film d'un livre à moi. Non, ouais. Extrait d'un livre. Mais dans ce moment-là, je n'avais pas aucune idée pour des histoires. Alors, j'ai essayé d'écrire une histoire pour le film, mais je n'arrivais pas. Et enfin, j'ai pris un livre de BD d'un autre auteur italien qui s'appelle Giacomo Monti, que j'avais trouvé magnifique. Et quand je l'avais lu, j'avais pensé tout de suite, ça serait un film incroyable. Mais en fait, c'était un livre de petits récits, sans lien qui les tiennent ensemble. Ouais. C'était toutes des petites histoires différentes. Et alors, j'ai appelé le producteur et je lui ai dit, OK, je vais faire un film de ces livres-là. Et lui m'a dit, tu es bête, je veux un film, une histoire à toi. Et je lui ai dit, oui, mais si tu veux un film de moi, je le fais de ça. Il était OK. L'histoire, c'est très simple. C'est l'Italie. Il arrive la nouvelle que les extraterrestres ils sont en train d'arriver. Et tout s'en fout. Ah, les gens s'en foutent. Mais complètement. Parce qu'ils sont tellement convaincus que rien ne va changer jamais, qu'ils vivent cette chose de l'arrivée des Martiens. Martiens, c'est dit? Ouais. Comme quelque chose qui les casse les couilles. Et le protagoniste, c'est un personnage qui vit tout seul, il a plein de problèmes, il a des problèmes surtout avec les femmes. Et enfin, c'est lui qui va se confronter avec ces Martiens à la fin du film, il va trouver une sorte d'illumination avec les... Mais bon, c'est un film vraiment étrange. Mais en fait, le Festival de Venezia, il a pris un concours. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, on veut ton film à concours. Et je suis presque mort. Parce que je ne connaissais pas le monde du cinéma. Pour moi, le Festival de Venezia était quelque chose d'incroyable, tu sais, avec les stars, tout ça. Et je me suis retrouvé, le protagoniste, lui, c'est un ami à moi qui était un voleur.
Ouais. Quand il était jeune, on s'est rencontrés, il était jeune, il était un vrai voleur. Et moi, je lui ai adoré, et j'ai adoré sa gueule surtout. Alors, quand j'ai écrit le film, je l'ai appelé, je lui ai dit, il faut que tu fasses le protagoniste de ce film. Il dit, ah non, mais tu es bête, c'est pas possible. En fait, lui était merveilleux dans le film. Tout le monde l'a dit. Parce que je pense que si tu es un voleur, et si tu voles des choses comme je lui avais vu faire, que tu regardes comme ça dans les yeux quelqu'un et tout. Il faisait comme ça avec les propriétaires, comme ça, non? Ah, blablabla, comme ça. Il devenait vraiment une autre personne. Il était incroyable. Et en fait, il était un acteur parfait. Et on s'est retrouvés à Venezia, moi et lui, sous les rouges, comment ça s'appelle les pieds rouges. Avec tous les photographes. C'était incroyable pour nous. Et bon, et après, c'est parti la projection du film, et je dis, oh putain, maintenant, ils vont me tuer. Et en fait, ils nous ont fait 15 minutes des applaudissements. Et ça, c'est horrible, parce qu'après 3 minutes, tu ne sais pas plus quoi faire. Je t'assure. Parce que tu commences, oh merci, merci, tu vas, merci. Et après, tu restes là, c'est horrible. Mais quand même, j'étais content. Je me suis dit, oh, mais là, ce n'est pas vraiment un tout petit film. Peut-être c'est quelque chose en plus. Et il est sorti dans le cinéma en Italie et personne n'est allé la voir. Personne, pas du tout. Les personnes qui ont vu ce film, c'est un petit club exclusif. On se retrouve chaque année, on boit un verre dans un petit coin. Vous remettez les déguisements. Mais quand même, faire un film, c'est vraiment cool. Vraiment. On reste sur quelque chose qui peut être un peu politique comme le film. Donc vous avez toute une activité d'illustrateur pour la presse. Pareil, hein, qu'en France, on a pu suivre à certains moments sur votre blog, mais qu'on n'a pas vu de très près. Et par contre, j'ai vu que vous disiez que c'était pour vous quelque chose d'aussi important que le fait de faire de la bande dessinée. Non. 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 En fait, je m'en fous de mon travail d'illustrateur de la presse. Je le fais pour gagner des sous. En fait, j'ai travaillé pour La Repubblica, mais maintenant, je me suis disputé avec le chef du journal. Il ne m'appelle plus. Mais ça, c'est bien. Et je travaille encore avec Internationale, qui c'est un très bon magasin italien, vraiment. Ouais. Et là, je suis content. Mais je gagne presque rien si je fais la confrontation avec Repubblica. Et oui, sur Internationale, je faisais aussi des petites histoires. Je l'ai fait pour presque 3 années. Des histoires qui quand même étaient pas des politiques, plutôt des choses sur le social, des critiques sociales comme ça. Mais c'était facile en Italie dans les années passées parce qu'on avait Berlusconi. Quand tu as Berlusconi au gouvernement, c'est le paradis pour qui fait de la satire. Vraiment, tu ne peux pas demander quelque chose de plus. Peut-être maintenant en Amérique avec ce qu'on a là de Trump, mais c'est vraiment parfait, tu sais. Toutes les choses qu'il fait, ils sont des bêtises. Ils mettent des criminels dans le rôle principal de l'État. C'est super facile de travailler comme ça. Après, c'est arrivé une gauche, pas trop de gauche, plutôt normale. Qui peut nous rappeler quelque chose. Hein? Qui peut nous rappeler quelque chose ici. Ouais, et bon, alors, quand même, j'ai arrêté parce que, enfin, maintenant, je vais faire seulement de la BD, des histoires. Alors, j'ai pas trop d'énergie maintenant et il faut que je suis concentré sur les livres. C'est plus compliqué pour vous de faire ce genre de dessin ou ça demande plus d'effort? Non, pour moi, je pense que c'est comme de la gymnastique, tu sais. Mais ça me fait du bien aussi parce que, je vais lire des choses qui me renseignent quelque chose parfois, des articles ou des choses, des intellectuels qui écrivent des choses qui me font grandir un peu. Ça, c'est bien. Et surtout, j'ai fait un dessin différent du dessin que j'ai fait dans la BD. Et ça, c'est comme des exercices. Ça, je pense que quand un dessinateur il est forcé à faire des choses différentes de ce qui lui vient de l'esprit comme ça, il le fait du bien à la technique. Et alors, dessiner Trump réalistique comme ça m'a fait du bien pour les traits. C'est normal. On va voir une petite vidéo. Bon, je passe aussi, on vous voit bien là, sur cette photo.
Qu'est-ce que c'est donc? Rien, j'avais fait semblant d'être normal jusqu'à maintenant. Tout se passait bien jusqu'à maintenant. Bon, j'ai une autre amour secret. J'ai la passion pour inventer des jeux de table. Et il y a quelques ans, j'ai inventé un jeu de combat médiéval, fantasy médiéval, qui c'est très drôle, qui fait rire quand tu joues. Et après, j'ai fait tous les dessins aussi. Et après, avec un crowdfunding, on a fait la production. Ça a marché très bien. Et maintenant, le jeu existe, il s'appelle Brut. Et j'espère de le faire sortir en France aussi. Parce que j'ai vu que quand les personnes jouent, ils s'amusent beaucoup. Tu sais, quand tu vois des personnes qui font des jeux de table, ils sont presque toujours un peu muets comme ça, tu sais. Et enfant qui joue à Brut, il crie toujours, il tire le cœur comme ça. Ça fait du bien. Mais a été un travail très dur quand même, parce qu'on l'a fait moi et Chiara, mon épouse, presque tout seul. On a fait toute la production, on a fait toutes les expéditions. Que le crowdfunding, c'est génial jusqu'à tu es dans le digital, tu sais. Ouais. Alors, dans le monde digital, c'est tout magnifique. Tu as une idée, tu fais un screenshot avec Photoshop, tout cool, tu écris quelque chose, tu le mets là. Et après, tout ça devient des boîtes, des cartons que tu dois faire, tu dois mettre sur les camions. Et la réalité, c'est vraiment plutôt différent. Et du coup, d'ailleurs, pour ce crowdfunding, vous aviez carrément créé ce qu'on appelle des petits bonus avec donc une bande dessinée. Il y a aussi une sorte d'application. On pouvait créer sa carte avec son visage. Quand on a fait le crowdfunding, je suis toujours un peu pessimiste sur mes choses. Toutes les fois que j'ai fait un livre, je dis ce livre fait la chienne, toujours comme ça. Et avec le jeu, j'ai pensé la même chose. Je me suis dit, ok, j'ai fait un crowdfunding, personne ne me donnera €1. Et enfin, c'était le contraire. Il était très bien reçu. Et alors, je me suis senti immédiatement, j'avais la culpabilité, c'est dit comme ça, culpabilité. Ouais. Et alors, j'ai commencé à donner des cadeaux en réponse, tu sais. Je voyais, ils sont arrivés à 100 personnes, il faut que j'invente notre cas, notre personnage, il faut que je fasse 10 pages de BD, il faut que je lui donne ça. Et enfin, j'ai fait tout ça. Et je n'avais pas fait les comptes avec l'argent pour les choses que j'ai données à les personnes et qu'après, j'aurais dû aller envoyer en production. Alors, c'était un peu douloureux, mais ils sont tous très contents. Hein. Pour la suite de votre travail d'auteur, on a choisi de parler de ces 3 livres-là un petit peu simultanément. Vous parliez tout à l'heure de la perte de votre père. On a vu que dans l'exposition qui vous était consacrée à Bruxelles, ces 3 livres étaient rassemblés, que pour vous, c'était une trilogie. Enfin, que c'est des livres qui marquaient une période et la fin d'une période. Oui, j'avais jamais pensé à ça, enfin. Ouais. Mais peut-être maintenant que j'ai changé mon façon de raconter des histoires, peut-être tu as raison. Parce que pour en dire quelques mots, pour ceux qui les auraient pas vus passer, c'est des livres que vous avez fait entre 2008 et 2013, hein, ouais. Quelque chose comme ça. C'est... Donc S qui est sorti en premier, un recueil de souvenirs de votre père, de souvenirs de jeunesse et de mélanger avec l'histoire de vos parents, quoi. Ouais. Pour terminer sur donc le moment de la perte de votre père. Ma vie mal dessinée, qui est quelques années après, est plutôt centrée sur vous. Et là, on est vraiment dans quelque chose qui est très autobiographique, avec le récit de problèmes de santé et avec le récit aussi de votre vie amoureuse au fil des années. Et le dernier donc, de cette trilogie, s'il s'en est une, vous revenez à quelque chose qui est fictionnel, mais on peut se demander jusqu'à où c'est de la fiction et jusqu'à où vous êtes présent. On voit le parcours psychiatrique et un peu en maison de repos d'un écrivain qui fait une crise, quoi, qui a perdu la tête. Qui a perdu la tête et qui reste bloqué sur une image de façon assez fixe à partir
de lettres de son grand-père envoyées à sa fiancée pendant la guerre. Je ne sais pas si vous pouvez nous en parler un petit peu. Ouais. Bah, non, je suis content que tu aies dit cette chose de la trilogie, parce que moi, vraiment, je n'avais jamais pensé. Et je l'ai réalisé maintenant que j'ai vu les 3 livres comme ça. Parce qu'en fait, ils ont un point en commun que c'est très important pour moi. Tous les 3 livres sont complètement improvisés. Ouais. J'ai écrit rien avant de l'histoire. J'écrivais page pour page. J'avais aucune idée de où j'étais en train d'aller. J'ai travaillé vraiment dans la même... Et aussi, dans S, qu'est-ce que j'ai fait? C'est plutôt simple. J'ai eu toujours beaucoup de problèmes avec ma famille, mais j'aimais beaucoup mon père. Il me plaisait comme être humain. Quand j'étais pas trop jeune, après, quand je suis un peu plus rapproché à ma famille, enfin, je pensais, je voudrais être comme lui quand je vais à vieillir. Et enfin, était presque le seul que j'aimais vraiment beaucoup dans ma famille. Et était le seul qui est mort aussi. Alors ça m'a fait beaucoup de mal. Et je pense que c'est normal, ça arrive à tous. Mais après des années, j'avais un douleur qui ne guérit pas, ne passait pas. Et qui s'était détendu sur tout l'aspect de ma vie. Parce que je faisais toujours des pensées plutôt banales qui étaient quand même quelque chose comme « si la vie va terminer comme ça, dans un moment comme ça ». Il n'a plus de raison de faire rien. J'étais un peu, je pense, dans un côté dépressif, pas trop bien. Et alors, je me suis dit, ok, Jeanne, tu n'as jamais rien compris les choses de ta vie au dehors de l'histoire. Les fois que tu as compris quelque chose de tes relations avec les autres ou avec tes parents, comme ça, ça t'est arrivé, ou avec tes amis, ça t'est arrivé toujours en faisant des histoires. Alors je me suis dit, il faut que je fasse une histoire pour sur mon père. Mais ça a été vraiment très difficile. La première raison, c'est que j'avais peur. J'avais peur parce que déjà j'avais fait des autres livres. J'avais gagné Angoulême avec Notre première histoire de guerre. J'étais un auteur très connu en Italie. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un livre qui parle de mon père, de la mort de mon père. Et après, je me retrouve en festival à signer le livre sur la mort de mon père avec une belle fille qui me fait comme ça avec les yeux. Et après, je me trouve avec cette fille et je l'embrasse parce que j'ai fait un livre sur la mort de mon père. Je vais me tuer si je découvre après que j'ai fait une opération comme ça, je vais me tuer tout de suite. Et aussi, j'avais une autre pensée. Je me disais, pourquoi toi? Pourquoi doit être toi à raconter ton père? Pourquoi pas ta mère? Pourquoi pas tes sœurs? Et bon, je me suis répondu parce que ton travail, c'est de raconter des histoires. Mais quand même, j'avais plein de problèmes à faire ce travail. Alors, je me suis donné des règles très strictes, c'est-à-dire OK. Et je me suis dit, il faut que j'écris rien avant, il faut que je ne fasse pas de corrections si je me trompe, il faut que je laisse le dessin que j'ai fait aux premières. Si quelque chose fait chier, je le laisse dans le livre, je l'amende dans l'imprimante. Le livre doit être comme ça, un livre plein de fautes, des erreurs, parce que ça a été dans ma tête, dans ma petite tête, une sorte de sacrifice catholique. Non, tu sais, j'ai fait un livre qui n'est pas très bien fait. C'est comme une offerte. Une offrande, quoi. Ouais. Ouais. Et alors, j'ai travaillé comme ça. J'ai fait tous les livres en écrivant directement sur les planches. Il y a plein de parts que j'ai effacé les mots parce que je me trompais vraiment avec la calligraphie ou l'orthographie. Mais quand même, je n'ai jamais réécrit quelque chose. Et bon, j'ai fait le livre. Le livre était pour moi incroyable, en effet incroyable, que je ne croyais pas possible. Dans S, on a l'impression qu'il y a la clé de beaucoup de choses qu'on peut trouver ailleurs dans vos livres. Et cet exemple-là est assez parlant, puisque vous racontez que votre père aimait bien faire une blague, que vous pouvez peut-être raconter d'ailleurs. Ah, moi, si tu veux me voir pleurer, ouais, c'est pas de problème. Non, il y a une petite histoire pour cette page-là, si tu veux. Alors, j'avais terminé le livre avec une autre finale. Ouais.
Alors, mon père et ses amis, lui, il est mort, il avait 84 ans. Il était vieux. Et il allait toujours, tous les jours, il allait sur la mer, tout près de Pise, avec des amis, des autres vieux comme ça. Et tous les soirs, il regardait le soleil qui se couche dans la mer. Il attendait le moment que le soleil va disparaître et il disait toujours la même phrase. Il disait, bon, c'est passé. Toujours. Alors j'ai terminé le livre avec cette scène comme ça de mon père et ses amis parce qu'il était, tu sais, un bistrot comme ça, avec la mer dedans, et quand le soleil commençait à se coucher, il se levait tout, il traversait la rue, il allait plus près du soleil dans sa tête, et il regardait ça, il disait toujours la même phrase. Alors j'ai dessiné ça pour le final du livre. Et après j'ai dit, ok, j'ai terminé le livre. Et je suis allé à manger, et j'ai mangé comme ça. Après, j'ai arrêté, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai sur mon dos? Pourquoi j'ai terminé le livre et je ne suis pas content d'avoir terminé? Et enfin, je suis rentré dans mon studio, j'ai vu cette page et je me suis rendu compte que cette page-là était différente de tout ce que j'avais fait dans l'autre page. Était une construction dramatique. Je savais dans ma tête que cette scène comme ça était émouvante. Et je l'avais choisie parce qu'elle était émouvante. Et je n'avais pas travaillé comme ça dans les autres pages. J'avais travaillé seulement avec l'amour pour mon père. Je pensais seulement à ça. Et alors je me suis dit, oh putain, mais toi, la règle, tu ne peux pas jeter des pages. Tu ne peux pas changer les choses. Mais je me suis dit, bon, mais tu as trahi ton père tellement de fois quand il était vivant. Il faut le faire une fois, maintenant qu'il est mort. Parce que ça, être sincère aussi, je ne peux pas faire semblant d'être devenu quelque chose de mieux. Non, après sa mort, je suis toujours le même connard. Et alors j'ai jeté les pages et j'ai dit, je vais raconter ça, ce moment-là. Et là, oh putain. Et là, j'ai commencé à pleurer. Et je n'arrivais pas à dessiner. Je n'avais jamais pleuré pendant une année et demie que j'ai travaillé sur le livre. Jamais, jamais, jamais. J'ai rigolé en fait, je me trouvais à rire en pensant les choses, je me faisais du bien. Et là, j'ai commencé à pleurer, je n'arrivais pas à dessiner et j'ai laissé les pages blanches comme ça. Et aussi, j'avais dans mon studio, devant mon table, sur un mobile, il avait l'urne, comment se dit, le conteneur pour les cendres. Une urne, ouais. Une urne. L'urne avec les cendres de mon père, qui était quelque chose de terrible pour moi. Je ne pouvais pas la regarder. Elle était dans la boîte de mon éditeur, tu sais, Coconino Press, comme ça. Et lui, il était là dedans. Et il était resté là dès quand je l'avais emmené chez moi. Je ne l'avais jamais plus touché, la boîte, jamais plus bougé, rien. Et quand j'ai terminé la dernière page de S, je me suis levé, j'ai pris cette boîte, je l'ai spaccata, j'ai pris l'urne et je l'ai bougé comme ça, comme des maracas en fait. Et il faisait un bon son. Et il me faisait plus peur. J'ai mis des adhésifs, ça s'appelle comme ça. Des adhésifs de quand j'étais jeune, que je faisais du motocross, tu sais, j'avais des choses Bardal, de l'huile pour les motos comme ça. Je l'ai mis sur l'urne et ça, c'est devenu un objet qui me faisait plus peur. Et là, je suis retourné à manger et j'étais plutôt comme ça. Et du coup, après, vous êtes dit que, quitte à continuer dans l'introspection, on va continuer la psychanalyse un petit peu. C'est un livre qui ressemble un peu à ça, mais de façon très légère, avec beaucoup d'humour. Donc, pour résumer un petit peu, vous parlez que vous avez des petits problèmes de santé. Ah oui, j'ai pas la honte. Je suis le seul Italien qui n'a pas la honte à raconter en fait qu'il a eu une période de sa vie que la bite ne marchait pas. Voilà. Je suis le seul. Tu trouves rien d'autre en Italie qui peut dire ça. Vraiment. Je l'ai vu parce que quand j'ai fait les rencontres en Italie, parce que parfois j'ai fait des demandes, je suis plus fort en Italie à parler avec le public, je peux faire un peu plus le bête. Et je demande à les hommes qui sont là, hein, ok, c'est combien ici? 150 hommes? Ok. Personne n'a jamais eu de problème? Ok, la statistique, ça va faire foutre. Tu sais? Mais quand même. Ouais. Et justement, de se livrer un petit peu, alors là, dans l'humour, mais aussi par rapport au ah, excusez-moi, ouais. J'ai dit un moment que j'avais des problèmes. Ok. Je suis italien quand même. Vai.
Excuse-moi. C'est important. Par rapport donc à avant, quand il y avait des problèmes, comment on gère justement la façon de se livrer, autant de façon un peu humoristique sur la santé, mais aussi par rapport aux choses qu'on traîne dans l'inconscient, par rapport à cette histoire, par rapport aux femmes aussi, Ouais. à ce que ça fait ressortir, et par rapport au père, cette pudeur, comment vous la gérez? Est-ce que c'est facile de se dévoiler? Ok, bon, dans ces années-là, je vivais à Paris et tous mes amis me connaissent comme quelqu'un qui aime rigoler, jouer de la musique, faire des blagues, être le plus bête possible pour le plus longtemps possible. Mais dans la BD, je faisais toujours des histoires qui étaient sombres. Toujours, toujours, toujours. Je faisais des courts-métrages comiques, mais j'arrivais jamais à faire de la BD légère et qui me faisait rire. Alors je me suis dit, il faut que tu vas le faire, tu dois le faire. Parce que je n'avais vraiment marre de regarder mes livres, non, et de me dire, oh, putain, mais tu n'es pas seulement ça. Tu as un autre côté que c'est plus amusant de ça. Et alors je me suis rendu compte que c'était un problème de dessin. Que je devais trouver un dessin très, très, très vite. Comme si le dessin était sensible au tempo de la comicité. Tu sais? Alors si j'ai une idée, une blague dans ma tête, il faut que le dessin soit assez vite pour être représenté vitement. Et alors j'ai trouvé ce style de dessin tout comme ça, moche. Et j'ai commencé à raconter tout. Et je pense aussi que c'est... oh boy, il y a un mot en italien que c'est pas possible de traduire, que c'est paraculo. Paraculo, c'est quelqu'un qui fait des choses et comme ça les personnes ils l'aiment. Il sait que si tu dis une chose comme ça, les personnes vont t'aimer. Ah, lei lo sa. Faut que Comment? donc. Ok, merci. Ouais. Et en fait, si tu racontes une histoire de toi, tu commences une histoire de toi avec un docteur, que tu as des problèmes à la vie, c'est difficile que quelqu'un te dise, oh, va te faire foutre. Et c'est la faiblesse, c'est difficile d'attaquer. Tu dois vraiment être quelqu'un d'horrible. Et alors j'ai utilisé cette chose-là de raconter ce moment d'extrême, horrible faiblesse. Et après, j'ai commencé à réfléchir sur mes histoires d'amour du passé, en fait, de pourquoi j'étais arrivé à 47 ans et j'avais un désert des amours terminés, toujours pour ma faute, derrière de moi. Et j'ai commencé à demander pourquoi, et alors j'ai commencé un parcours qui m'a mené dans des endroits pas trop légers, mais j'ai essayé toujours d'avoir de l'humour pendant que je racontais. Et vous servez aussi de la technique pour essayer de contraster le rythme, etc. Ouais. Et notamment ces pages beaucoup plus travaillées, du coup. Oui, ça va à les mots cool encore. Parce qu'il y a un moment que je me suis dit, oh putain, je ne peux pas faire un livre tout mal dessiné, vraiment, vraiment mal dessiné. Non, je ne suis pas assez fort comme personne pour faire sortir un livre qui c'est de 150 pages, tout des dessins de merde. Il faut que je mette des bons dessins. Maintenant, si oh putain, le futur, c'est difficile. Si je ferais un autre livre comme ça, je ne ferais pas des pages comme ça en couleur. Ouais. Non, je préférerais le faire vraiment tout mal dessiné. Mais là, j'étais plus jeune, j'avais plus peur, alors je me suis dit, il faut que je mette un moment que le lecteur peut respirer un moment, voir des couleurs comme ça. Et aussi, je voulais raconter des choses qui, si je l'aurais traité comme j'avais traité les autres arguments dans le réalisme, aussi si c'est une histoire comme ça n'aurait pas marché. Il y a la figure du capitaine des pirates, que c'est la figure de la dépression, du mal. Si je la mettais dans la réalité en disant parfois je me sens comme ça, non, c'était trop horrible. Alors j'ai pris un personnage de fantaisie et j'ai fait dire à lui toutes les choses que je voulais dire, de plus pesantes. On voit comme ton ombre s'allonge. On rentre dans la tête de quelqu'un qui est vraiment malade et qui a besoin de comprendre des choses, et on rentre dans son cerveau. Et là, vous jouez avec du coup les techniques. Là, on voit sur la page de droite 3 techniques différentes sur la même page. Est-ce que ça vient tout seul, du coup, ce changement? Il faut que je parle des 5 ans, pas tous les jours des 5 ans,
avant le début de l'histoire. Parce que j'ai fait Ma vie mal dessinée en Italie. Et je faisais des spectacles en Italie où je faisais des récitatifs du livre avec une bande qui jouait avec moi. Il était drôle, le public, il aimait. Et j'ai fait plein de spectacles partout en Italie. Un jour, une conductrice d'une émission TV très populaire en Italie, elle était dans le public et quand j'ai terminé le spectacle, elle est venue chez moi, elle m'a dit « Je veux que tu viennes dans la télé à parler de ton livre, comment je t'ai vu faire comme ça ici. » Et moi, j'avais peur de la télé, mais quand même, je suis allé. Il m'a fait une interview de 45 minutes. Et là, j'ai découvert le pouvoir de la télé. Parce que, enfin, je suis allé dans la télé italienne à parler de moi dans une période que ma bite ne marchait pas. Ok, et ça, je suis un héros. C'est fait, quoi. Et ça a eu un effet incroyable parce qu'en fait, il a eu les moments des plus grands succès de sa transmission dans ces 45 minutes. Et après, toutes les autres transmissions, ils m'ont appelé pour me demander d'aller là à raconter des choses. Et moi, je ne suis pas allé. Mais surtout, mon livre qui vendait, je ne sais pas, 5, par exemple, les jours après la transmission, il vendait 50. Alors, c'est tout changé. Et aussi, il y a une chose drôle que, si tu veux, je te raconte, c'est pas mal. Mais quand je suis rentré dans l'hôtel après la transmission, j'ai ouvert mon ordinateur pour voir si quelques amis de mes vieux amis m'avaient regardé dans la télé pour me dire si j'avais fait chier ou si j'avais dit de bonnes choses. Et j'avais 400 lettres de femmes qui me voulaient connaître. À moi. OK. Non, regarde. Bon. Le pouvoir de la télé, on disait. Mais surtout, la chose qui est incroyable, c'est que j'étais là à parler de mes problèmes de sexe. Non? Ça, c'est encore plus... Bon. Et il me disait vraiment, alors, si tu passes par Venise, ça, c'est mon numéro, je suis Viola. Et après, et que si j'étais jeune, vraiment, je prenais un camion et je faisais le tour de l'Italie. Mais j'avais déjà un âge et bon, j'ai rien fait. Et la chose encore plus incroyable, c'est arrivé après 2-3 jours. Ils sont commencé à arriver des emails des hommes, des jeunes hommes, qui me demandaient, j'ai un problème à la bite. Aide-moi, qu'est-ce que je peux faire? Vraiment. Et là, je me suis rendu compte du problème qu'on a en Italie, nous, les hommes. Parce que si tu te trouves avec des problèmes et tu vas écrire un auteur de BD, c'est incroyable. Et je dois dire que je n'ai pas répondu à aucune femme qui m'avait écrit et j'ai répondu à tous les hommes. Et une fois, j'ai appelé aussi un garçon de 18 ans parce que j'avais vraiment peur qu'il allait à cette web. Vraiment, il m'a fait trop mal. Et ce que je faisais, c'était seulement de dire, OK, il y a un bon médecin ici, ça c'est le numéro, tu peux appeler, peut-être. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as? Ah, OK, peut-être c'est ça, parce que j'étais devenu un expert. Et enfin, bon, j'espère de l'avoir aidé. OK, et quand même, ces succès-là de la télé, je pense qu'il m'a fait du mal. Parce qu'après, pour 5 ans, je ne suis pas arrivé à écrire rien. Rien du tout. C'est pas que je m'étais convaincu de quelque chose, c'est pas ça. C'est seulement que je me retrouvais à écrire, j'avais une voix dans la tête qui me disait « Hello, on est le public, on attend de Ma vie mal dessinée le 2. » Ah, pourquoi tu ne fais pas la blague que tu as fait avant, qui marchait très bien? T'es toujours comme ça. Et je me sentais toujours pas honnête quand je travaillais. Et bon, alors Et un jour, enfin, je me suis dit, il faut que je fasse un autre livre parce que si je ne descends pas, après, je tombe malade. Et je me suis dit, il faut que tu fasses le livre le plus dur et le plus étrange que tu peux faire. Parce que si tu vas utiliser les modèles de narration que tu as utilisés dans Ma vie mal dessinée, tu es foutu. Alors, là-bas, tu étais focule, se disait. OK, focule. Dans Ma vie mal dessinée, tu étais focule. Ici, tu dois être hyper dur avec le lecteur. Doit être presque pas compréhensible, le livre. Parce que tu as besoin de te retrouver, de te sentir libre de la voix du public. Et alors j'ai fait ça, j'ai commencé comme ça. Et j'ai parlé de... Enfin, j'étais convaincu de ne pas parler de moi que j'ai fait le livre. J'étais vraiment convaincu. Je l'ai terminé et j'ai dit, oh c'est bon, cette fois je n'ai pas parlé de moi. Et après quelques mois, j'ai fait une très belle interview avec un mec en Italie.
Et il y a eu un moment qu'il m'a posé une question que je me suis retrouvé comme un boxeur, que, tu sais, qui prend de pam pam. Et je me suis rendu compte que j'avais parlé de moi quand même. Aussi, si je l'avais caché, mais j'avais parlé de moi d'une chose que bon, c'est caché dans le livre, c'est pas expliqué dans le livre. Mais je savais que j'avais parlé de ça, enfin. Je parle trop. Non, pas non, c'est parfait. Enfin, non. Du tout. Effectivement, dans ce livre, c'est à la fois une succession de ruptures de techniques de dessin, mais aussi de narration. Alors la technique de dessin, on le voit aussi ici, avec peut-être la seule case faite à l'ordi que j'ai vue dans un livre, non? Ça, c'est la deuxième, non, la troisième, c'est à l'ordinateur avec de l'aquarelle. Ouais. C'est tout le bordel, parce que je voulais vraiment être complètement libre. J'avais besoin de ça. Et dans l'histoire aussi, on passe d'un aussi, souvenir à une sorte oui. d'abstraction aussi. Il n'y a pas une ligne temporelle, il n'y a plus rien. Et ce livre aussi, c'est le troisième que j'ai fait complètement improvisé. Et c'est le plus fou, je pense, de les trois. Où vraiment, pour les premières 20 pages, tu ne comprends rien, je pense. Après, les choses deviennent un peu plus claires. Parce que quand même, j'aime de raconter des histoires, pas de faire des bêtises comme ça. Et une fois que c'était fini, est-ce que vous saviez ce que... J'espère que c'est fini, et je pense que c'est fini. Et quand le livre était fini, est-ce que vous saviez si c'était compréhensible ou pas? Est-ce que ça avait l'air cohérent ou Oh, pardon, j'ai pas compris. Quand le livre c'est fini, est-ce qu'on se dit on va voir ce que ça donne ouais. Est-ce que je le comprends moi-même ou est-ce que c'est grave s'il n'est pas compris? Moi, je te dis, les raisons parce que j'ai fait le livre, c'est caché. Alors, quand tu fais un livre comme ça, tu ne peux pas demander au lecteur de comprendre quelque chose. C'est seulement quelque chose que si tu t'abandonnes, peut-être il te porte, mais il porte dans des endroits qui sont à toi, ne sont pas à moi, j'espère. Mais c'est un livre où on a l'impression que justement l'écriture et le texte est très très important. Ouais. Il prend vraiment une place centrale où on retrouve certaines des choses même que vous avez dit ce soir, comme le fait que vous ayez besoin de raconter pour ouais. comprendre. Il y a un personnage qui le dit que ah ouais, c'est... Voilà, tu ne vas pas à la mer, tu parles de la mer. Ah ouais, voilà, ça c'est moi. et en opposition à cette importance du texte, il y a aussi un passage qui est assez incroyable sur la dernière partie du livre où il y a une séquence de 10 ou 12 pages entièrement muettes et oui. où on a l'impression d'être un oiseau, quoi. Oui, on se balade dans un paysage comme ça. Qui pour moi c'est le cœur du livre, enfin. Tu sais, bon, je l'ai pas dit parce que je le dis toujours dans les rencontres en Italie. Je ne sais pas pourquoi j'avais des problèmes à le dire maintenant ici. Mais j'ai fait le livre après que j'ai découvert que je ne pouvais pas avoir de fils. Et alors, j'étais vraiment très mal pour cette chose, pour une période. Et surtout parce que j'étais en colère avec Dieu. Maintenant, je lui déteste. Ça, c'est notre argument. Mais... j'étais vraiment en colère parce que je me disais, oh putain, c'est vrai, je ne suis pas le meilleur garçon du monde. Mais toi il a Göring, il avait 6 enfants. Oh putain, Göring, c'est tant mieux que moi. Non, tu sais, alors je me sentais vraiment en guerre avec la nature. Parce que c'est une condition très particulière, cette chose de... Tu sais, j'avais les suspects de ne pas pouvoir avoir de fils. Parce que, bon... j'avais essayé, ça ne marchait pas. Mais je me disais, bon, je m'en fous. Je pense que adopter un enfant, c'est beaucoup mieux que le faire. Je préfère. J'ai vu ma sœur avec ma nièce qui l'a adopté, il est magnifique. Bon, c'est une bonne façon d'aimer quelqu'un, je pense. Et alors, je n'avais pas de problème, aucun, vraiment. Je disais, peut-être je ne peux pas avoir des enfants, mais je m'en fous. Mais les jours que le médecin m'a dit « tu ne peux pas », était quelque chose d'incroyable était arrivé. J'ai écouté dans ma tête une voix primitive, quelque chose qui était au dehors de la culture, de ma formation, de mes pensées, qui criait, comme un homme de Néandertal, tu sais, qui ne voulait pas être dedans moi. Et moi, je me suis dit, ça, c'est le son des, comment se dit, les hygiènes,
bon, le DNA. Ah oui, de l'ADN. Il est fait des génies. Génome, ok. Je pense qu'elle était la voix du génome, qu'elle était finie dedans moi, il ne pouvait pas sortir non plus, il était en train de mourir avec moi et il ne voulait pas. Après, j'ai vu un documentaire sur Saving Private Ryan, Sauver le soldat Ryan, comment ça s'appelle? Et vous disiez, pourquoi tu parles de ça maintenant? Parce que là, avant le tournage du film, il avait un homme qui avait combattu en Vietnam, qui avait fait la guerre en Vietnam, et qui avait le rôle d'instruire les acteurs sur ce qu'ils pouvaient sentir, non, comment reproduire les émotions du combat et comme ça. Alors il lui demandait à les acteurs, à Tom Hanks, lui il a demandé, ok, imagine ça, tu es en Normandie, tu arrives sur la plage, ton bateau il s'ouvre et un fusil allemand va tuer ton meilleur ami à côté de toi. Qu'est-ce que tu sens? Et les acteurs répondaient, bon, je suis en colère, je vais le tuer, je vais la vengeance, je me trouve à pleurer. Et lui, qui connaissait vraiment cette chose, il lui a dit, non, tu vas être content, parce que c'est lui qui est mort. Et après, tu auras une honte qui t'abandonnera jamais. Alors je me suis dit que cette voix-là, la voix qui te fait dire, oh c'est bon que tu es mort, tu es mon meilleur ami, mais c'est toi qui es mort, moi je continue à vivre, c'est la même voix que j'ai écoutée dans ma tête quand j'ai découvert que je ne pouvais pas avoir de fils. D'avoir quelque chose de primitif qui veut vivre, seulement vivre, il veut continuer après toi. Et alors quand j'ai découvert que ça ne pouvait pas arriver avec moi, avec ma vie, je me suis senti vraiment dans une guerre avec la nature. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé à dessiner plusieurs fois un arbre sèche, parce que je devais trouver une beauté dans l'arbre sèche. Vous êtes devenu tout triste parce que j'ai raconté cette chose de fils. Moi, je suis hyper tranquille, je vous assure. C'est bien pour moi. Pas de problème. OK. Si l'homme de 18 ans se réveillait d'un coup une nuit, se levait, et dans les miroirs se voyait par magie, par malédiction, avec le visage et la peau de ses futurs 50 ans, il mourrait, il vomirait. Mais en fait, glissant seconde après seconde, pendant des années, pendant des décennies, toujours distrait par autre chose, un jour, il n'aura plus 18 ans et il se lèvera. Il ira devant le miroir, dans la salle de bain, se verra et se trouvera pas si mal pour le moment, d'un coup pour nuit. Pas si mal, pensera-t-il. Et ça, c'est le dessin du mec qui dit pas si mal. C'est horrible, enfin. Malveillant est la nature comme affectueusement protectrice est notre société. Et cette idée m'est venue de ma mère, si tu veux savoir comment elle est arrivée. Un jour, j'ai pris ma mère, je l'ai emmenée à la toilette. Elle était toute vieille, tout petite. Et devant le miroir de la toilette, il s'est regardé dans le miroir et il m'a dit « Oh mon Dieu, comment je suis devenu moche !» Mais je savais qu'il mentait, parce que ses yeux, son ton n'étaient pas ça. Il attendait seulement que je disais la chose que je dis. « Non, maman, tu es encore belle. » Elle se sentait belle. Mais en fait, maman elle était très belle quand elle était jeune et maintenant, c'est une chose tout petite comme ça. Mais il n'arrivait pas à voir la transformation. Alors je me suis arrêté, je dis, oh putain, ça c'est arrivé à moi aussi. J'ai pris ma peau et je n'arrivais pas à faire ça quand j'étais jeune. Tu sais, il était tout attaché. Et après des autres parts du corps aussi. Bon, et je me suis dit, bon, c'est vrai, tu ne te rends pas compte du temps qui passe, tu ne vois pas tes transformations et tout est... Bon, ça c'est pourquoi j'écris cette page. Alors justement, là on voit des pages du livre et en fait on découvre quelque chose quand on regarde de plus près sur la dernière page. Attention, il y a un effet spécial. Hop là, ah, bravi. Bravo. Bravissimo. On est hyper bon. Et donc cette signature à la fin du livre, c'est un peu comme si... Ouais, voilà. Ouais. Ouais, en fait, j'étais plutôt convaincu que j'étais en train de mourir quand j'ai fait ce livre. Parce que j'étais toujours malade, j'ai fait des examens, enfin, tout était bien. Mais j'avais toujours une sensation que j'étais en train de... qui était mon dernier livre.
Et quand j'ai terminé, j'ai signé comme ça. Parce que j'ai dit, bon, ça c'est, je suis trop malade. En fait, je suis presque jamais malade. Mais je me sens toujours malade. OK? Mais j'étais vraiment convaincu. Et alors, j'ai signé comme ça. Mais après, je pense que c'était une autre chose. Une autre mort. Ce n'était pas ma mort. C'était la mort de la trilogie, comme tu as dit. D'une façon de travailler et d'utiliser moi-même comme voix et de regarder dedans moi. Et d'être plutôt triste, je pense. Et donc, comme on a encore un petit peu faim, on va passer au deuxième plat de résistance. Donc, La Terre des Fils, qui a un gros volume, on commence à rentrer dans une espèce de monde apocalyptique, on va dire, où on rencontre deux frères qui ont un langage assez particulier, qui vivent avec leur père aussi. Et on sent qu'il y a une incompréhension entre eux. Et surtout, en fait, il va avoir un livre, un carnet qui les sépare et dont l'un va absolument chercher à trouver la signification. C'est une vraie rupture, ce livre-là, pour deux choses. Déjà, il n'y a aucun récitatif. Alors ça doit faire bizarre de commencer à travailler sur un livre en changeant d'un coup. Et aussi, graphiquement, il n'y a qu'une seule technique, du noir et blanc. C'est très, j'allais dire très simple, mais... Non, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'il y a... Du coup, pourquoi ce changement brusque? Après, voir comme ton ombre s'allonge, en fait, c'est arrivé une chose dans ma vie qui a changé tout. Qui a changé mon cœur, mon âme complètement. Parce que je suis tombé amoureux pour la première fois dans ma vie. C'était incroyable. J'étais convaincu d'être amoureux avant, mais n'était jamais arrivé, enfin. Et je me suis retrouvé vraiment dans la merde. Parce que j'avais construit tout mon travail sur mon malaise, sur le fait que j'étais toujours avec plein de problèmes avec ma vie, avec moi-même et tout ça. Et je me suis trouvé heureux. Et je ne savais pas comment travailler heureux. Tu sais, qu'est-ce que je pouvais faire? Raconter que j'étais heureux. Je me suis dit que ça était nul à raconter. Alors j'ai dit à Chiara, je lui ai dit, je suis foutu, je ferai un autre métier, je ne sais pas. Mais enfin, je me suis dit, moi j'adore faire de la BD. Peut-être que ce n'est pas nécessaire d'être toujours mal comme ça, non? Et alors j'ai dit, il faut que je fasse la première chose, c'est d'enlever la voix off. Que pour moi, ça veut dire enlever moi. Et il faut que je me mette à dessiner. Ça, pour moi, veut dire de ne pas être trop libre, de ne pas être toujours en train de changer de style, de ne pas d'une page à l'autre, parce que ça, c'est plus facile pour moi. Tu sais, moi, j'ai fait de l'aquarelle il y a longtemps, et je suis plutôt fort à faire de l'aquarelle. Je peux vraiment faire un bon ciel, un bon paysage très vite, et je suis presque sûr que quelqu'un va voir le dessin et dire « Oh !» Je le sais faire. Et je ne voulais pas faire des choses comme ça. Je me suis dit, il faut que maintenant, si tu es comme ça, si tu es heureux, si tu es tranquille, peut-être tu as la force de dessiner comme un vrai dessinateur du passé. Que tu te mettes là, tu fais attention à tout. Et aussi, j'ai pris la page, toujours, c'est la même division des cadres, comme ça. Avec 3 bandes comme ça. Que c'est aussi un format de la BD commerciale des kiosques italiens, que je déteste. Alors j'ai eu un peu l'envie de prendre ces modèles-là et essayer de faire une autre chose, avec les modèles, les formats comme ça. Ouais. Et au début, j'avais eu presque une image dans ma tête, seulement une image. Un jour, j'ai vu un père qui était en train d'écrire un cahier. Il avait des enfants qui voulaient lire les cahiers, mais lui, il prenait le bâton quand il s'est rapproché à les cahiers. Il n'avait pas enseigné à lire. Et j'ai vu qu'autour de cette petite famille, il n'avait plus rien. La société occidentale était terminée. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? J'ai attendu quelques jours. Après, j'ai vu une autre image que je ne peux pas dire parce que sinon je vais faire un spoiler énorme. Mais j'ai commencé à dessiner. Après j'ai arrêté pour longtemps parce que je ne savais pas en fait qu'est-ce que j'étais en train de raconter. Tu sais, quand j'ai fait une histoire, souvent je me trouve à me demander de quoi tu parles, de quoi tu es en train de parler.
Et la réponse à cette question, c'est jamais une ambientation ou des personnages. Doit être un mot, des mots au maximum, que c'est vraiment le cœur de l'histoire. Et quand je trouve ces mots, et parfois il prend longtemps à les trouver, je trouve tout de suite le final de l'histoire aussi. C'est toujours comme ça. Alors j'ai arrêté à réfléchir, à penser quel était le cœur de la Terre des Fils. Quand je l'ai trouvé, j'ai écrit tous les scénarios. Je n'écris pas des scénarios comme on se fait dans la BD traditionnelle. Je ne fais pas cadre 1, cadre 2, comme ça. J'écris comme pour le cinéma. Et après que j'ai tout écrit, et réécrit, et ajusté, comme ça, j'ai commencé à dessiner. Et je savais que c'était une histoire d'amour, enfin. Dans ce livre, on parle de l'importance de l'écrit, de la trace aussi qu'on laisse derrière soi. Et finalement, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous vos livres. La mémoire du passé, l'héritage familial, ouais. La mémoire de l'inconscient aussi. Et finalement, c'est marrant parce que c'est un livre en rupture et on parle encore un peu des mêmes choses dans ce livre. Oui, non, j'ai mes obsessions, je le sais. et pour vous, quelle est cette importance de l'écrit En fait, beaucoup de personnes m'ont dit cette chose, non, que ça semble que moi, je suis quelqu'un qui défend l'idée de culture, parce que dans ce monde-là, personne n'écrive plus rien. Enfin, il y a un livre, parce qu'il y a une page où il y a la déclaration du livre, dans la première page. Comme c'est un monde où personne n'écrive plus. Mais seulement les pères des fils, ils tiennent ces carrières. Alors, parfois, ils m'ont dit, c'est une chose qui parle de la culture, comme ça, c'est important de lire. Mais en fait, moi, non. Moi, je n'ai pas pensé à ça. Pour moi, c'était vraiment seulement une histoire d'amour. Et j'avais besoin d'un garçon, qui c'est le fils le plus petit, qui veut savoir qu'est-ce que son père écrive. Il y a un moment dans l'histoire que ce petit garçon va demander à son père, mais quoi tu écrives? Et lui, il répond, j'écrive de toi, de comment tu me casses les couilles. Et alors, lui, je pense que ça met une quête du petit frère qui cherche l'amour de son père. Son père qui va disparaître dans les premières pages du livre. Et lui, il a cette carrière qu'il ne sait pas lire. Il doit trouver quelqu'un qui va lire le livre pour savoir si son père l'aimait ou non. Et ça, c'est le plus grand spoiler énorme que vous pouvez faire. Mais depuis que vous avez dit ça, on n'ose plus trop raconter l'histoire. Arrête. Oh putain, ça arrive. C'est difficile de parler de ces livres sans faire du bordel, je le sais. Ça, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc le dessert qui va être assez rapide, comme on le voit. Pour parler un peu des projets. Voilà, alors on n'a pas grand-chose à montrer, à part deux photos qu'on a trouvées, d'un repas aussi, ouais. Donc avec Luigi Critone, c'est ça? Ça, c'est un projet que je suis en train de faire, mais cette fois, j'écrive seulement. C'est une histoire qui vient de l'univers de mon jeu de cartes que j'ai inventé. C'est une histoire dans un Moyen-Âge inventé. C'est dessiné par Luigi Critone, qui c'est un super dessinateur. Alors je m'amuse beaucoup parce que j'écris seulement et je peux écrire des choses incroyables que je ne dessinerai jamais. Tu sais, 150 chevaliers, je l'ai vu de l'eau, il pleut. Non, c'est fantastique, une expérience magnifique. Il fait un peu la gueule, d'ailleurs. Mais... oui, je sais. Ouais, c'est lui, il devait dire non. Je lui ai dit tout de suite cette chose. Et bon, lui est en train de faire un super travail. On verra. On est à page 4. Bon. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi un projet de science-fiction. Oui. Mais je ne sais pas encore, parce que j'ai des histoires maintenant. Un que j'aime beaucoup, que c'est cette histoire de science-fiction. C'est la chose la plus difficile à dessiner que j'ai jamais écrite. J'ai écrit tous les scénarios, il est terminé, mais je suis en recherche de technique pour la faire parce que c'est vraiment peut-être au dehors de mes possibilités. Je ne sais pas encore. Je dois étudier. Mais l'histoire, je l'aime beaucoup. Et aussi, j'ai écrit un roman qui parle seulement du sexe. C'est presque un porno. Je l'ai commencé dans le 2007, je l'ai terminé dans le 2014. Ouais.
Et il y a eu un jour, en fait, que je n'avais pas du sou du tout. Alors, je l'ai envoyé à des maisons d'édition en Italie et ils m'ont répondu tout de suite. Ils voulaient les publier et je suis arrivé là à signer le contrat. Mais enfin, j'avais trop la honte, je ne l'ai pas signé. Mais je n'avais pas de sous. Alors, après quelques semaines, un autre éditeur, je me suis retrouvé là, mais je ne l'ai pas signé. Alors, il est dans mon ordinateur là-bas. Alors, il y a quelques semaines, je me dis, peut-être que je le peux faire en BD. Parce que vous n'avez pas de sous. Hein? Vous n'avez pas de sous en ce moment? J'ai pas compris, mais peut-être c'est mieux, non? Hein? Non, je vous demandais si vous aviez pas de sous en ce moment. Ah, ok. Non, je suis plutôt bien maintenant. Mais je ne sais pas, j'avais commencé à le faire en BD, mais je pense que c'était en façon de fuir de l'autre histoire. Parce que l'autre histoire me demande de continuer sur la ligne que j'ai tracée avec La Terre des Fils. Que c'est de pousser mes limites de dessinateur et de raconter l'histoire aux limites. Et là, je me demande encore plus. Alors, je perds. Alors, peut-être que je suis revenu sur une chose que je peux contrôler un peu plus. J'aimerais bien de faire l'histoire de science-fiction, en fait. Parce que pour moi, par exemple, La Terre des Fils, c'est le meilleur livre que j'ai fait jusqu'à maintenant. Absolument. Pour moi, c'est trop mieux que les autres. J'aime bien les autres aussi, c'est la chose de l'enfant, non, tu sais. Mais le nouveau, peut-être, parce que c'est le petit, je l'aime plus. En tout cas, si vous l'avez pas encore feuilleté, vous l'avez pas encore lu, il est disponible au fond de la salle et c'est vrai que c'est un livre qui est vraiment très fort et assez incroyable. Pour terminer, si vous souhaitez les vraies recettes qui ont servi d'intercalaire, je vous conseille La Bonne Cuisine Française de Marie-Claude Bisson. Et puis au-delà de ça, merci à vous, merci beaucoup. Et je crois que vous signez un petit peu des oui, livres c'est après que j'ai fumé un paquet de cigarettes. Ouais. Et puis voilà, merci. Merci.